Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce vendredi, l'économie numérique. Quel avenir pour l'Afrique à l'horizon 2020? Les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à Kigali à promouvoir l'éthique au service du développement. L'agriculture, la santé et l'éducation sont en première ligne. François Hollande attendu demain à Abuja pour un sommet sur la sécurité. La lutte contre la secte islamiste Boko Haram est au centre des préoccupations. Le président français qui a effectué une brève visite ce vendredi à Bangui en Centrafrique. Bangui où il a annoncé un calendrier du retrait des forces sangaristes. Enfin, la journée nationale de la courtoisie, première édition, elle a été marquée ce vendredi par l'installation de radars sur l'avenue de la Victoire à une campagne de sensibilisation. On en parle tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Et d'abord, le courrier arrivé du chef de l'État, le président Fornas continue de recevoir des messages de félicitations à l'occasion de la célébration le 27 avril dernier du 27 avril dernier, donc de la fête de l'indépendance, le 36e anniversaire, le 56e anniversaire précisément, donc de la fête de l'indépendance. Ce soir, message du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a écrit donc au chef de l'État. Autre message enregistré, celui de Bédi Caïd Essebi, président de la République tunisienne. Message enregistré également de Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Autre message arrivé, reçu par le président de la République, celui de Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud. Voilà donc des messages enregistrés au courrier arrivé du chef de l'État, des messages de félicitations à l'occasion donc de la 56e anniversaire de la fête de l'indépendance. Jean-Marie Le Guen, bientôt à Lomé, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre français chargé des relations avec le Parlement, effectue très prochainement une visite dans notre pays. L'annonce a été faite au chef du gouvernement togolais par Marc Fambustier, l'ambassadeur de France au Togo, reçu à la primature. Les précisions du diplomate français au micro de Antoinette Omao Vavor. Un entretien de travail comme j'en ai parfois avec le Premier ministre, qui a permis de faire le point très rapidement des relations bilatérales et de préparer, c'était l'objet principal, la venue de M. Jean-Marie Le Guen, qui est secrétaire d'État auprès du Premier ministre français, chargé des relations avec le Parlement. Et le Premier ministre, qui est un ancien parlementaire, vous le savez, très sensible évidemment aux fonctions qu'occupe M. Le Guen. Et nous avons tout simplement évoqué le projet de programme pour le déplacement de M. Le Guen, qui sera un déplacement assez rapide, puisqu'il ne va pas rester beaucoup plus d'une journée, et qui s'inscrit dans un cadre plus régional, puisque M. Le Guen ira également au Bénin et au Gabon. Et voilà donc l'audience accordée par le chef du gouvernement à l'ambassadeur de France au Togo. L'Afrique et l'économie numérique à l'horizon 2020. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Quelle vision pour le continent? Les chefs d'État et de gouvernement réunis ces 3 derniers jours à Kigali s'engagent à faire la promotion des TIC. Tous les secteurs de développement sont concernés. Une économie numérique encore plus au service de l'agriculture, de la santé, de l'éducation. Le Togo y a pris part. Reportage signé Arnaud Kilifou. À Kigali, dirigeants, experts et développeurs d'applications ont échangé sur la place de l'Afrique dans l'économie numérique. Le forum sur l'économie numérique pour l'Afrique a permis au continent de se doter d'une vision pour la promotion des techniques de l'information et de la communication d'ici à 2020. Les dirigeants veulent ainsi, à travers les TIC, faire de l'Afrique la première région agricole du monde. L'agriculture, la santé et l'éducation sont les secteurs prioritaires à numériser pour le développement des États. L'Afrique
l'Afrique soit la première région agricole du monde, et aussi l'importance de tout ce qui devait être fait pour moderniser l'éducation. Au Togo, nous avons fait beaucoup de choses avec l'action du ministère de l'économie numérique et en collaboration avec les ministères de l'enseignement technique et de l'enseignement des enseignements primaires et secondaires. Eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous avons lancé un projet d'environnement numérique de travail dans les lycées techniques qui consiste non seulement à mettre à la disposition des étudiants, des professeurs et de l'administration de ces lycées des outils informatiques, mais aussi de les former et de mettre sur ces ordinateurs du contenu éducatif performant. Vous voyez, ça, c'est une initiative. Il y a d'autres initiatives telles que le projet que l'économie numérique fait avec le ministère de l'Agriculture, qui consiste, et nous sommes en cours de déploiement, qui consiste à donner des subventions aux paysans vulnérables en utilisant des paiements mobiles. Le Togo, sur la voie de son émergence, a créé le ministère de l'économie numérique qui a élaboré et mis en place plusieurs projets novateurs pour booster l'économie du pays. Et l'agriculture togolaise, précisément, le vent en poupe avec une mission d'experts égyptiens qui séjournent en ce moment même dans notre pays. Une mission d'exploration sur laquelle sont revenus d'ailleurs cet après-midi le ministre Agadazi et l'ambassadeur d'Égypte au Togo. Tous deux ont donné tout à l'heure une conférence de presse sur l'état de la coopération égypto-togolaise. Les précisions de Pierre Sessouko. La coopération entre le Togo et l'Égypte se renforce et se matérialise dans plusieurs secteurs. Le pays des pharaons a choisi d'écrire des belles pages de sa diplomatie au Togo avec un accent particulier sur les actions de développement. Et le secteur agricole sera le plus visé. À la rencontre des hommes des médias, le représentant du Kera Lomé rassure quant à la dynamique nouvelle que les autorités des deux pays se sont engagées à imprimer à leurs relations de coopération. Comme M. le Président a dit au Caire, notre président, le président Sisi, que l'Égypte maintenant est entièrement ouvert pour la coopération avec le Togo. Beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités. On va lancer ça maintenant. Cette visite est une visite d'amitié, de fraternité, de prospection. Nous étions invités par Monsieur le ministre pour venir ici et pour présenter notre expérience dans le domaine de l'hydraulique irrigation. Dans cette perspective, une délégation d'experts égyptiens séjourne depuis quelques jours à Lomé. Elle vient explorer la potentialité du Togo dans la culture irriguée. La restitution des résultats de la mission confirme encore la nécessité de la mise en œuvre des projets communs pour mieux mettre en valeur les sites retenus. Nous attendons une deuxième mission qui va arriver sur le territoire national, mais dont la mission consistera naturellement à aider le gouvernement togolais à corriger éventuellement les petites faiblesses qu'on a constatées ça et là sur les 3500 hectares qui ont été irrigués, mais mobiliser autant de ressources financières pour rendre l'eau disponible en tout point du territoire, et ceci en vue d'accroître la production agricole. Dans l'agenda de la représentation égyptienne au Togo, plusieurs d'autres programmes et projets, tant dans les secteurs de la santé, sécurité, justice et énergie. À signaler également dans l'actualité ce soir, cette séance de travail à Kara. En toile de fond des travaux, le deuxième rapport du Togo qui se prépare, vous le savez, pour l'examen périodique universel. Le deuxième draft est à l'étude. Les précisions de Nestor Ojouakara. Les parties prenantes des régions Kara,
centrale et savane au rapport national du Togo au titre du second cycle de l'examen périodique universel en séance de travail. Les 6 et 10 octobre 2011, le Togo a présenté son premier rapport devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève sur justement la situation des droits de l'homme dans le pays. À l'issue de cet exercice, 133 recommandations ont été formulées en vue d'améliorer la situation. Le deuxième rapport national de l'examen périodique universel vise à faire le bilan de la mise en œuvre de ces recommandations, à évaluer les défis, les contraintes et les besoins en termes d'assistance technique. Le draft 1 de ce deuxième rapport a été élaboré. Les participants à cette séance vont l'enrichir et ensuite le prévalider. Lors du premier cycle, le Togo a eu à présenter donc, devant le Conseil des droits de l'homme un rapport. Et à l'issue de l'examen de ce rapport, le Conseil a formulé 133 recommandations en direction de notre pays. Parmi les 133, les autorités togolaises ont accepté de mettre en œuvre 123 recommandations et a rejeté donc les 10 autres recommandations parce qu'elles ne sont pas compatibles avec nos traditions et nos valeurs culturelles. Il y a eu des progrès qui ont été enregistrés. Notamment lors donc, du premier passage, il nous a été recommandé d'améliorer le code pénal. Parce que notre code pénal n'incriminalise pas la torture. Donc le nouveau code qui a été adopté tout récemment à l'Assemblée nationale prend en compte donc, la définition exacte de la torture dans la Convention. En dehors de ça, nous avons des lois qui ont été promulguées, des conventions qui ont été ratifiées, des politiques qui ont été initiées, qui ont été adoptées pour améliorer la situation des droits de l'homme au Togo. Selon l'agenda adopté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le deuxième rapport national du Togo pour l'examen périodique universel est attendu le 1er août prochain. Il sera étudié au cours de la 26e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel du 31 octobre au 11 novembre 2016 à Genève, en Suisse. L'actualité, c'est aussi la journée nationale de la courtoisie. C'est la toute première édition marquée ce vendredi, notamment par l'installation de radars sur l'avenue de la Victoire et une campagne de sensibilisation sur nos écarts de comportement sur la route. Rachel Aoukou pour les précisions. L'avenue de la Victoire, tronçon à Tikoumé Togbato, dispose désormais d'un radar pédagogique. Il permettra à la police nationale d'avoir une statistique précise sur la réalité des excès de vitesse et les périodes au cours desquelles ils sont plus fréquents. Il sera aussi un moyen par lequel les usagers de la route seront rappelés à l'ordre par rapport à leur conduite sur la route, surtout en matière d'excès de vitesse. Ça nous permet d'éviter certains accidents, certains risques que nous aussi, usagers de la route, nous courons. Parce que tu fais un accident maintenant, toi aussi tu es en péril. Ce n'est pas celui que tu as connu seulement qui est en danger, mais toi-même aussi tu es en danger. Donc ça nous permet de nous mettre plus en sécurité. Le ministère de la Sécurité a aussi bénéficié de podiums de régulation de la circulation. Le geste vient de l'organisation Espace d'idées et d'action pour le Togo avec l'appui de la société Sogea Satom qui veut aider à diminuer les inconduites sur nos routes. On va distribuer des pliants, je pense que ça a commencé déjà. Ensuite, avec la police nationale, on va circuler dans Lomé pour traquer, permettez-moi le mot, les bons conducteurs, ceux qui actionnent très bien leur clignotant, ceux qui laissent la priorité, ceux qui sont courtois, et on va les arrêter. La police nationale sera avec nous pour leur faire des paquets cadeaux. C'est une nouvelle forme de pédagogie pour inciter les gens à rester bons conducteurs et éventuellement à sensibiliser leur entourage sur la bonne conduite. Ce qui est prévu, donc au-delà des 2 radars qui ont été disposés sur l'avenue de la Victoire à Lomé, nous en disposerons 2 autres, alors pas à Lomé, à l'intérieur, entre
Temedja et Badou, où nous finalisons également une route pour sensibiliser également les gens sur ces axes plus ruraux. Pour cette première édition de la Journée nationale de la courtoisie sur la route, les conducteurs qui ont fait preuve de bonne conduite sont récompensés et les autres sensibilisés. Insultes, violation des feux tricolores, occupation anarchique de la voie, refus de céder le passage et les écarts de comportement et d'intolérance sont quotidiens et semblent d'ailleurs la chose la mieux partagée sur nos routes. Les conséquences sont parfois fâcheuses. Comment mettre fin, ou du moins réduire le phénomène et revenir à des comportements plus civiques? Eh bien, c'est l'objet de ce dossier de la rédaction, dossier signé Rachel Aou. Excès de vitesse, surcharge de matériel et de passagers, insultes et violations des feux tricolores. Voici quelques-uns des écarts de comportement et d'intolérance constatés de nos jours sur les routes. De mauvaises habitudes qui vont forcément à l'encontre des valeurs citoyennes et civiques prônées par l'État et dignes d'une société respectueuse. Ces comportements qui laissent à désirer sont parfois source de querelles et d'accidents de circulation. On viole les feux rouges, on s'assure dans la circulation. C'est une chose qui n'est pas vraiment bon parce que dans la circulation, tu peux arriver. Feux rouges et feux verts sont là pour réglementer la circulation dans la route. Dans le cas où tu violes et de l'autre côté, une personne qui est dans ses droits de passer, il ne se va pas à gauche et à droite et bien maintenant, c'est ça qui crée des accidents dans nos routes. Et par rapport aux insultes, c'est pas tellement bon parce que un bon citoyen, excusez-moi le terme, un enfant qui est bien éduqué, qui sort de la route, s'insulter comme ça en route, c'est pas bien séant. Respecter le feu rouge, ça fait partie de notre sécurité et aussi respecter l'État. Quand on viole le feu rouge, ça cause beaucoup d'accidents. Ça nous crée des problèmes. Le fichage, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Par exemple, par malheur, en allant, tu as fait le fichage. Tu fais l'accident. Et tu n'as pas de sous pour supporter les blessés. Plusieurs initiatives ont été prises par les autorités impliquées dans la sécurité routière pour sensibiliser et rappeler à l'ordre les usagers de la route. Au rang de ces mesures, on peut citer la présence des agents de circulation au grand carrefour et rond-point de la capitale Lomé. Nous avons suffisamment sensibilisé les populations et les usagers de la route contre ces pratiques qui dénotent de l'incivisme sur nos routes. Et on ne cesse pas de le dire. À chaque fois que l'occasion se présente dans le cadre de nos missions sur les routes, on continue par sensibiliser les usagers, voire toute la population, contre ces pratiques malsaines. Notre objectif premier est d'assurer la sécurité à tous les usagers de la route. Une route partagée et apaisée contribue à garantir la sécurité des usagers. Cette sécurité n'a pas de prix. L'apport de tous les acteurs s'avère indispensable. À l'étranger, la visite ce vendredi à Bangui de François Hollande, le chef de l'État français, s'est entretenu avec son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Les deux hommes ont parlé sécurité. Le président français a annoncé d'ailleurs un calendrier de retrait des forces sangaristes, les forces françaises. François Hollande a attendu demain à Abuja pour un sommet sur la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Les États-Unis sont toujours en campagne électorale pour la présidentielle de novembre prochain. Comment lever des fonds? Comment convaincre son propre camp que l'on est fait pour ravir la Maison-Blanche? Donald Trump s'y attelle, comme vous allez le voir dans ce document. France 2. Donald Trump à Washington pour rencontrer les responsables républicains. L'une des questions à l'agenda, comment organiser et surtout financer la course à la Maison-Blanche. Car jusqu'à maintenant, Trump a largement déboursé pour Trump. L'un de ses principaux arguments d'ailleurs dès le début de sa campagne l'été dernier.
Hier, un lobbyiste m'a appelé et m'a dit « Donald, je veux mettre 5 millions dans ta campagne. » Je lui ai dit « J'en veux pas, car dans 2 ans, quand tu vas me rappeler et que tu voudras de l'aide pour une société ou un pays que tu représentes, je vais faire ce qui est juste pour le peuple américain et ne pas t'insulter. » Le milliardaire a fait une campagne budget avec près de 3 fois moins d'argent que son rival républicain Ted Cruz, qui vient d'abandonner. Il a maintenant un sérieux retard à combler face à sa probable adversaire Hillary Clinton, qui a déjà levé plus d'1/4 de milliard. La démocrate est une championne du fundraising. Exemple, ce dîner organisé par George Clooney, jusqu'à $350 000 par couvert. Et même pour un milliardaire, c'est compliqué. 1 milliard, voire 1,5 milliard, c'est la somme folle que les candidats vont devoir réunir d'ici au mois de novembre pour espérer entrer ici, à la Maison-Blanche. Des donateurs républicains, comme le richissime Charles Koch, ont décidé depuis longtemps, vu la tournure des primaires, de ne soutenir aucun des candidats. On leur a dit, vous devez être comme Ronald Reagan, vous battre pour améliorer les États-Unis, pas pour détruire votre adversaire. Vous êtes de terribles modèles pour le pays et dans ces conditions, c'est impossible de vous soutenir. Trump va-t-il devoir vendre l'une de ses tours? Plus sérieusement, le candidat va devoir faire comme tout le monde, lever des fonds. Un premier dîner à Los Angeles est prévu dans quelques jours. Voilà, une présidentielle américaine suivie de loin par la presse togolaise. Une de ces organisations, le CONAP en l'occurrence, le Conseil national des patrons de presse, vient de se doter d'un nouveau bureau, un bureau remanié en fait pour les 2 prochaines années. C'est à l'issue d'une assemblée générale tenue ce vendredi. Marceline Chakbala, Sylvain Raboutou. Le Conseil national des patrons de presse CONAP se lance un nouveau défi avec le renouvellement de son instance dirigeante. Il s'agit pour les membres de cette organisation d'explorer des pistes, d'élaborer une feuille de route pour imprimer un nouveau dynamisme au CONAP. Après 2 années, de nombreux chantiers ont été ouverts, mais reste à définir d'autres priorités pour plus d'engagement. La feuille de route qui nous a été confiée dès lors, c'est de redynamiser l'organisation afin de lui permettre de répondre aux nombreux défis qui étaient ceux de la presse. Nous avons donc inscrit notre mandat sous le sceau de l'action, et ce qui nous a permis d'engager un certain nombre de résultats. D'abord en restructurant l'organisation, en revisitant les tests, en dotant l'organisation par exemple du règlement intérieur qui n'existait pas, et puis surtout en impliquant davantage nos membres qui sont les plus nombreux, qui se trouvent à l'intérieur du pays à travers l'installation de points focaux. Nous avons mis en chantier aussi un certain nombre de formations, de renforcement des capacités. L'ancienne équipe a été reconduite et 4 nouveaux membres ont intégré les rangs. Elle s'attellera à poursuivre les efforts pour une meilleure insertion de la presse dans le tissu socio-économique. Le gouvernement a saisi cette occasion pour appeler les organisations de presse à plus d'unité afin de relever les défis auxquels la presse est confrontée. Et nous évoquions tout à l'heure la journée nationale de la courtoisie avec les comportements civiques observés ici et là. Et les accidents sur nos routes en causent bien souvent des erreurs humaines, des défauts techniques, résultat de négligence de certains usagers à faire la visite technique périodique. Ce soir, Aimé Abalo revient sur l'importance de cette visite technique, combien ça nous sauve la vie. Regardez. C'est un exercice à répéter périodiquement pour vérifier le bon état des véhicules.
Les visites techniques permettent de détecter les éventuelles irrégularités afin d'y remédier à temps. Pour les véhicules, tout se passe en 6 étapes. On a l'identification et les signalisations, la pneumatique, le freinage, la carrosserie et le châssis, et maintenant la direction au niveau de la fosse. Ce contrôle est sanctionné par un certificat qui est en somme un rapport sur la qualité effective du véhicule. En cas de mauvais état, les pannes sont signalées et le propriétaire dispose d'un délai de 14 à 29 jours pour régler les différents problèmes. Les motos sont aussi soumises à cet exercice, de même que les tricycles. Depuis un temps, au Togo, nous avons connu l'arrivée des tricycles, et pas seulement des tricycles, des motos à 4 roues aussi. Donc la société togolaise des plaques, centre et contrôle visite technique, s'est dotée aussi de ces machines qui nous permettent maintenant de faire le contrôle technique de ces motos à 3 et à 4 roues. Donc aujourd'hui, ces machines sont arrivées, sont installées ici au Togo et à l'intérieur du pays. Donc nous disposons également de toutes ces machines dans tous les chefs-lieux de région où tout le contrôle peut se faire sans problème. Les usagers de la route sont encouragés à se soumettre à ces contrôles pour préserver leur vie. Une fois que tu viens pour faire le contrôle technique, tu vois que la vie de ta voiture se prolonge encore. Il y a des pannes que nous listons aux clients, ce n'est pas automatiquement pour les rejeter, mais c'est pour qu'ils corrigent, pour que la vie de leur véhicule aille un peu plus loin. Nous avons mis un dispositif en place, les agents qui servent de guide et que vous payez à la caisse, vous avez normalement en tout et pour tout 15 à 20 minutes pour la visite technique. En faisant périodiquement nos visites techniques, ça nous éviterait les accidents. Parce qu'on prend en charge, c'est un scan total de notre engin. En dehors du contrôle technique des véhicules et engins, la Société togolaise des plaques, comme son nom l'indique, procède aussi à la pose des plaques après l'immatriculation octroyée par la Direction des transports routiers. Et sachez que des travaux de réparation des malfaçons sur la voie de contournement d'Aledjo numéro 2, session Bolacho-Woro, sont terminés. C'est ce qu'indique un communiqué du ministre des Infrastructures et des Transports qui porte donc l'information à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 1. À cet effet, dans le souci de faciliter la circulation sur l'ensemble de la route nationale numéro 1, cette voie sera ouverte à partir du dimanche 15 mai 2016. Le ministre des Infrastructures et des Transports remercie les usagers pour le civisme et la compréhension dont ils ont fait preuve et les exhorte à la prudence et au respect du code de la route à la traversée de la faille. Le CNOT, le Comité national olympique, a un musée en hommage à Godfrey Dekwe, un musée qui immortalise par ailleurs les performances de nos athlètes. Reportage de Martin Sandani Mankoubi. C'est ce bâtiment flambant neuf qui est désormais le musée du Comité national olympique togolais CNOT. D'un coût global de 64 millions de francs CFA, ce joyau baptisé musée Godfrey Dekwe, premier président du CNOT, est inauguré en présence du ministre en charge des sports, Guimadié Lorenzo, et de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, Nikwe Broum, des représentants des corps diplomatiques, de plusieurs autorités sportives et des chefs traditionnels. Il y aura également dans ce musée des ouvrages destinés aux sportifs dans toutes les disciplines et les sportifs qui souhaitent se documenter pourront toujours venir ici trouver l'information nécessaire. Mais également, ce musée permettra aux jeunes sportifs de se dire que avec l'effort, l'entraînement,
il est possible de ramener pour eux-mêmes et pour notre pays, et pour le sport togolais dans son ensemble, des souvenirs. Nous soutenons cette initiative. Cette initiative également est la volonté du président de la République qui souhaite que tout le sport togolais soit réorganisé. Ce musée Godfrey Dekwe comprend 2 halls, 2 sanitaires et 4 salles qui portent le nom des 4 présidents qui ont succédé Feu Godfrey Dekwe. C'est un soulagement pour tout le monde, pour tout le peuple togolais, parce qu'aujourd'hui, nous pourrions retrouver dans quelques jours dans ce musée des photos des gens qu'on a complètement oubliés, les docteurs Kaolo, Palongo et consorts. On pourra retrouver leurs photos et moi, au moins leur dire, monsieur, vous avez contribué au développement de notre pays. Le musée, c'est un endroit où on expose des images, des photos, des objets de valeur dans tous les domaines. Ici, notamment, il s'agit du sport. Donc, ce sont des coupes, des breloques que les Togolais ont dû gagner pour notre pays. Donc, c'est important que pour une première fois au Togo, on ait ce musée. Ainsi, cela va attirer des athlètes, même des dirigeants, à faire le maximum d'efforts pour gagner ces coupes et ces trophées pour ce musée national togolais. Cette inauguration a été couplée d'une remise d'attestation aux récipiendaires des cours avancés en management des sports, CAMS, promotion Horacio Freitas. Dans le reste de l'actualité, la première vague a enrôlé pour la phase pilote des jeunes déscolarisés. Cette première vague est arrivée donc en fin de mission. Ceci après 4 années, 4 mois d'activité à haute intensité de main-d'œuvre dans certains quartiers de la ville de Lomé. Au terme donc de cette mission, eh bien, une soirée récréative, une journée récréative a été organisée à leur intention. Une journée marquée essentiellement par un gala de football, une séance de sensibilisation et un dépistage gratuit au VIH/SIDA. Charlotte Moussime. Moment festif pour ces jeunes volontaires déscolarisés. Au bout des 4 mois de mission, ils partagent les dernières heures autour du ballon rond. Ce sport fédérateur qui promeut l'acceptation de l'autre et le fair play. Cette activité est couplée d'une séance de sensibilisation sur les IST et les grossesses non désirées. À cela s'ajoute le dépistage gratuit au VIH/SIDA grâce à l'appui technique de la TBEF. Le Togo a besoin des jeunes pour pouvoir travailler. Donc d'abord, je suis venue ici pour pouvoir connaître mon statut, pour pouvoir prendre mes dispositions. Voilà. Si ça s'avère que c'est positif, voilà, je prends mes dispositions et si c'est aussi négatif, je saurai aussi quoi faire. Pour cette phase pilote, ils sont 1000 volontaires à être enrôlés dans 5 arrondissements de la capitale. Aujourd'hui, ils sont fiers d'avoir servi leur pays à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Le travail a été un peu difficile au début parce qu'on n'était pas trop adapté à la situation. Mais avec l'encouragement de la population, on est arrivé, on est fiers, on est tellement contents d'avoir participé. Même si c'est pas grand, on a apporté notre pierre à l'édifice. Et les superviseurs, initiateurs de cette rencontre, confirment le sérieux qui a régné tout au long de la mission. On a su qu'ils se sont engagés réellement. Une fois qu'ils se sont engagés, c'est ça qui a fait qu'ils se sont dévoués et travaillé après le corps. Nous allons dire qu'ils ont été parfaits et le bilan a été positif. Engagés, dévoués, enthousiastes, ces jeunes se sont fait distinguer par leurs prestations dans les quartiers. Le ministère du Développement à la base se félicite et pense déjà à l'après-phase pilote. Toute personne se disant responsable du développement du pays se dit je peux mener une
une activité, une action pour le développement de mon pays peut être volontaire. Donc c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à ouvrir le volontariat également à ceux qui n'ont pas eu de diplôme académique. Il y a une mission de prospection dans les jours à venir pour l'intérieur du pays où on doit mobiliser 1500 à 2000 volontaires jeunes déscolarisés. C'est en janvier dernier que ces jeunes ont été enrôlés pour prendre part à ces activités citoyennes et civiques. Ils ont également suivi des formations en entrepreneuriat. Ils seront accompagnés jusqu'à l'installation de leur propre micro-entreprise. Et nous évoquions l'inauguration tout à l'heure donc du musée du CNOT, du Conseil national olympique, du Comité national olympique. Et sachez que dans le cadre de la célébration de la journée internationale des musées, eh bien, le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique organise les journées portes ouvertes du 18 au 23 mai 2016 dans les musées publics du Togo. Le thème retenu cette année par le Conseil international des musées pour la commémoration de cette journée est musées et paysages culturels. Les visites peuvent se faire au musée national, au palais des congrès de Lomé, au musée régional maritime à Nero, dans l'enceinte de la préfecture des Lacs, au musée régional du centre à Sokodé, bibliothèque Claque sur la route de Basseur, au musée régional de la Kara, au palais des congrès de Kara, au musée régional des Savanes, entre l'agence Togo Télécom et la mairie de Dapan. L'accès des musées étant libre et gratuit pendant cette période, le ministre invite le public à faire massivement le déplacement de ces lieux pour découvrir ou redécouvrir les vestiges du passé. Le lundi 16 novembre 2015, l'Observatoire togolais des médias OTM, après une audience sur plainte contre les journalistes et l'homme Ati Chogbe et Thierry Afanoukoue dans l'affaire des tilapias contaminés, avait décidé de la suspension des deux confrères pour 6 mois au cours desquels ils devraient être considérés comme n'étant pas journalistes. Cette sanction venant à échéance le dimanche 15 mai 2016 à minuit, l'OTM lève donc la suspension pour compter du lundi 16 mai à 0h et félicite les confrères Elom Tichogbe et Thierry Afanoukoue pour leur comportement au cours de cette période. L'instance d'autorégulation recommande à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication d'en tenir compte dans la délivrance ou l'utilisation de la carte de presse. Et on va terminer avec le dictionnaire. Le dictionnaire, nouvelle collection avec les nouveaux mots qui font leur entrée, nouvelle édition avec la liste des mots qui entrent donc dans le panthéon de la langue française. Quelques paroles de français confrontés. Vous allez l'entendre à ces nouveaux mots. 2017, des mots nouveaux, fait la part belle à Internet et aux nouvelles technologies. Le youtubeur obtient les honneurs du dictionnaire. Quelqu'un qui se connecte pour écouter de la musique, voir des films gratuitement. Autre entrée remarquée, le verbe geeker. Ah, geeker, rester sur l'ordi là, toute la journée. Cette année encore, le dictionnaire se met à la page des évolutions de la société. L'ouvrage accueille le zadiste. Un zadiste, c'est quelqu'un qui zade. C'est ceux qui sont à Nantes, là, contre l'aéroport, les zadistes. Le zadiste est un militant qui occupe une ZAD, une zone à défendre. D'autres mots restent encore peu connus, comme le verbe ubériser. Application Uber, donc les taxis. Ubériser renvoie à un modèle économique innovant lié aux nouvelles technologies. Le nouveau dictionnaire met aussi en valeur la gastronomie avec viandard. C'est celui qui bouffe de la viande. Moi, je suis viandarde. Autre nouveauté, le yuzu. Un citron japonais. Les pages accueillent également le stand-up. Danser, rester debout. Un spectacle solo, c'est pas un one-man show, mais c'est une personne qui va faire son spectacle d'humour. Le dictionnaire est présent dans 2 foyers français sur 3. Et voilà qui me fait cette édition du soir. Je vous souhaite une belle soirée.